Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, la MRC des Laurentides adopte son budget pour l'année 2024. Le CI3S des Laurentides adopte la déclaration de l'action climatique pour le Québec. L'entreprise Énergir entreprend une bataille juridique contre la ville de Prévost. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts dévoile son plan directeur pour les sentiers et la ville de Sainte-Adèle lance un appel de projet afin de faire bénéficier les artistes et organismes culturels locaux. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant, qui est fière bénéficiaire de 20 nouveaux défibrillateurs externes automatisés, aussi appelés DEA, obtenus grâce aux dons importants de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut. Ces appareils s'ajoutent à ceux déjà accessibles à la population sur le territoire en cas d'urgence. Utilisés pour permettre de faire battre à nouveau un cœur qui s'est arrêté, les DEA peuvent sauver des vies. En plus de ce don important, la ville de Mont-Tremblant a bénéficié d'une formation sur l'utilisation des appareils. Parce qu'elle a la santé et la sécurité de sa population à cœur, elle remercie chaleureusement la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut pour ce généreux don. Les défibrillateurs se trouvent donc aux endroits suivants dans la ville de Mont-Tremblant. À l'hôtel de ville, situé au 1145 rue de Saint-Jovite, à la réception principale, à la réception de l'urbanisme et à la bibliothèque Samuel Ouimet. Au complexe aquatique Mont-Tremblant, situé au 635 rue Cadieux, à l'accueil et à la salle cardio. À l'écocentre, situé au 60 chemin de Brébeuf, à l'aréna Gilles Cadieux, situé au 625 rue Cadieux, au garage municipal, situé au 60 chemin de Brébeuf, au club plage et tennis, situé au 2900 chemin du village, au centre sportif, situé au 637 boulevard du Docteur Gervais, à la plage du Lac-Mercier, situé au 100 chemin Plouffe, au bureau d'information touristique, situé au 5080 sur la montée Ryan, au bureau d'information touristique situé au 905 rue de Saint-Jovite, à la salle de spectacle de l'église du village située au 1829 sur le chemin du village, dans les véhicules de la ville de Mont-Tremblant et ceux du service de la sécurité incendie de Mont-Tremblant, à la caserne 51 ainsi qu'à la caserne 52. En situation d'urgence, chaque seconde compte. Les DEA sont enregistrés sur le site du fabricant Zoll ainsi que sur l'application DEA Québec. En téléchargeant l'application DEA Québec sur votre téléphone intelligent, vous aurez accès rapidement à un outil qui permet de localiser le DEA le plus près de vous, en plus de fournir des informations concernant la réanimation cardio-respiratoire. La ville de Mont-Tremblant est fière d'avoir complété un important projet de plantation de près de 1000 arbres et arbustes au début du mois de novembre. Avec la collaboration de la coopérative Arbre Évolution dans le cadre du programme de rebasement social, cette activité s'est déroulée sur une période de 4 jours sur un espace vacant à l'entrée de la ville avec la participation d'une dizaine de bénévoles. La ville de Mont-Tremblant s'est associée à l'organisme Arbre Évolution pour réaliser ce projet ambitieux de verdissement du terrain appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, situé à la jonction de la route 117 et de la rue Siméon. Regroupés en 7 cercles de plantation distincts, les végétaux plantés couvrent une grande biodiversité, soit 17 essences d'arbres différentes. La grande majorité des essences ont été choisies selon leur résistance aux embruns salins. Les parcelles de plantation ont également été recouvertes de plus de 300 mètres carrés de copeaux de bois, permettant de contrôler la compétition herbacée, de retenir l'humidité et d'agir comme une éponge contre les sels. Simon Côté, coordonnateur d'Arbre Évolution Coop, affirme que pour la ville, l'idéal était de partir d'un espace gazonné et y établir une nouvelle forêt, spécialement à proximité d'une grande route, et que les arbres plantés peuvent alors remplir plusieurs fonctions, comme lutter contre les îlots de chaleur, réduire le bruit, filtrer les polluants dans l'air, séquestrer du CO2, contrôler l'eau de ruissellement. Il ajoute que pour réduire l'impact du sel de déglaçage et la présence de chevreuils sur le terrain, chaque alcôve est entourée d'une rangée d'aubépines et d'argousiers, des arbustes à épines que détestent les chevreuils.
Arbre Évolution Coop pilote le programme de reboisement social, une initiative destinée à soutenir des opérations de verdissement participatif en terrain public grâce à l'appui de partenaires privés. Pour le projet de Mont-Tremblant, Croesus Global Tourism, Keops International, la Fondation LOJEQ et la Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec, principal bailleur de fonds, ont permis de soutenir le projet à une hauteur de 10 648 $. Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, explique que chaque année, son organisation compense les émissions de CO2 liées à son congrès annuel. Il ajoute que 334 arbres ont donc été plantés dans ce projet et que la Fédération se réjouit de savoir que tous ces arbres pourront générer une multitude d'effets bénéfiques, autant social qu'environnemental. Le maire de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, mentionne que cette plantation lui tient particulièrement à cœur et qu'il s'agissait du moment parfait pour entamer la métamorphose de cet espace sans végétation, faisant figure de porte d'entrée de la ville. Il affirme également que grâce au programme de reboisement social, la ville a franchi les diverses étapes pour concrétiser ce projet. Cet hiver, venez vivre une expérience poétique unique à l'espace public de Mont-Tremblant où s'installera Lucia, une œuvre multimédia interactive du 17 décembre au 9 mars 2024. Le public est invité à découvrir l'univers féerique de la ballerine et ses créatures lors du dévoilement officiel le mardi 19 décembre à 16h. Des boissons chaudes seront servies. Après un passage à Montréal et à Saint-Hyacinthe, les co-créateurs Minari et l'artiste laurentienne Anne Lagacé ont choisi la ville de Mont-Tremblant pour y déposer pour 12 semaines leur nouvelle création Lucia. Cette œuvre d'art fait partie des contes enchantés Inboca à Lupu et Sœurs de la Sentinelle, la salle de spectacle à ciel ouvert installée l'été dernier à l'espace public. L'œuvre incarne l'histoire du destin tragique de Lucia, une ballerine de Ravenne, en Italie, dont l'espoir renaît grâce à Giorgio, l'allumeur de réverbères. Aidé des villageois, il construit une boîte à musique géante au sommet de laquelle se dresse la danseuse. À chaque tour de manivelle actionné par la main des passants, la sculpture de 2,4 mètres de haut prend vie et fait jaillir la lumière des réverbères. Magnifiée par des pièces originales de musique classique interprétées par l'Orchestre symphonique de Montréal, l'installation présente son récit sous la forme d'un film d'animation qui se révèle sur la boîte à musique au rythme des interactions avec le public. Chaque contribution faite de façon libre et spontanée, en solo ou en groupe, rend l'œuvre unique en créant 1000 instants magiques à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Par sa vocation interactive, cette installation artistique incite le public à porter un regard collectif sur les liens qui se tissent entre les visiteurs et visiteuses des lieux publics. Elle met également en lumière le dévouement du personnel municipal, illustré de manière poétique par l'allumeur de réverbères pour soutenir l'art et la culture et la rendre accessible à tous les publics. Assistez donc en grand nombre au dévoilement de cette œuvre grandiose à l'espace public de Mont-Tremblant et laissez-vous charmer par le récit lumineux et mélodieux de Lucia. Pour en savoir plus, contactez le service de la culture et des loisirs de la ville de Mont-Tremblant au 819-425-8614 ou par courriel à culture et loisirs à commercial-ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. À Saint-Sauveur, des postes sont à combler au sein de 2 comités relevant du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Un citoyen représentant les aînés est recherché pour rejoindre le comité de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action local de la politique des familles et des aînés de la MRC des Pays d'en haut. Le mandat de ce comité est de suivre la mise en œuvre du plan d'action et de recueillir les données lui permettant d'émettre des recommandations au conseil municipal. Il doit aussi documenter les changements à survenir en cours d'implantation, ainsi que leurs motifs. Les rencontres ont lieu 3 à 4 fois par année en début de soirée et sa constitution sera valide jusqu'à l'automne 2024. 2 postes de représentants des artistes et un poste de représentant des citoyens sont aussi à combler au sein du comité culturel, assurant le suivi de la politique culturelle de la ville. Le comité culturel résulte de l'adoption en 2016 de la politique culturelle de la ville de Saint-Sauveur. Sa mission consiste à suivre la mise en œuvre du plan d'action et à recueillir les données lui permettant d'émettre des recommandations au conseil municipal. Les rencontres ont aussi lieu 3 à 4 fois par année en début de soirée. Les dates et les heures seront à déterminer et sa constitution sera valide jusqu'à l'automne 2025. Pour pouvoir poser votre candidature, il faut
être résident de la ville de Saint-Sauveur. Il faut faire preuve de jugement et d'analyse. Il faut représenter la tranche d'âge des aînés ou être artiste et ou avoir une bonne connaissance des dossiers culturels à Saint-Sauveur. Il faut avoir de l'expérience au niveau de l'implication dans des comités citoyens. Toute personne intéressée de 18 ans et plus est invitée à soumettre sa candidature au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en spécifiant le poste convoité et en incluant une lettre d'intention décrivant son intérêt, sa motivation et ses compétences pour le mandat choisi. Les documents doivent être transmis par courriel à l'attention de Mme Ève Pichette-Dufresne à l'adresse courriel epichette@vss.ca au plus tard le 4 décembre 2023 à midi. La ville de Saint-Sauveur a souligné la performance sportive de 3 athlètes sauverois lors de la séance du conseil municipal du 20 novembre dernier. C'est dans le cadre du programme de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse que Samuel Bourget, Alissa Marion et Nicolas Mayrand, âgés respectivement de 14, 15 et 18 ans seulement, se sont vus remettre chacun une bourse par le conseil municipal. Cette dernière servira à couvrir une partie des frais d'inscription encourus lors de leur participation aux différentes compétitions. Mentionnons que les athlètes sauverois ont participé à des compétitions provinciales et nationales dans leurs disciplines respectives en se taillant des places de choix. Samuel est un skieur alpin de compétition membre du club Sommet Saint-Sauveur. Il a été sélectionné pour l'équipe élite des Laurentides. Cette année, la première dans la catégorie U16, il a notamment participé au championnat de l'Est du Canada où il s'est taillé une 5e place au slalom géant et une 13e place au classement général. Samuel a aussi terminé 4e au classement général régional de la division laurentienne de ski DLS, 10e au classement général des championnats provinciaux et premier de tous les athlètes nés en 2008. Alicia est quant à elle une athlète de patinage artistique synchronisé qui pratique au sein des Éclipses de Mirabel dans la catégorie intermédiaire du CPA Unibel. Elle a participé au championnat canadien novice en Alberta où son équipe a remporté la 8e position et au championnat de la section Québec où c'est une première position qui a été décrochée. Pour performer à ce niveau, Alissa se pratique en moyenne 12 heures par semaine avec son équipe, en plus des heures de pratique individuelle. À Piémont, il y a récemment eu des modifications au règlement SQ 2023 sur la circulation, stationnement, paix et bon ordre dans le cadre de l'engagement continu de la Ville envers la sécurité routière. Ces ajustements visent à améliorer la circulation, réduire les risques d'accidents et améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et la quiétude dans les quartiers. Les nouveautés relatives aux nouvelles limites de vitesse, à un nouveau sens unique et aux ajouts d'arrêts obligatoires seront applicables sur le territoire après un préavis de 30 à 60 jours. En ce sens, la signalisation temporaire sera installée sur le réseau sous peu, notamment pour aviser les usagers de la route de ces changements. Dans l'objectif de mieux refléter les conditions de chaque tronçon routier, des ajustements ont été apportés aux limites de vitesse. Il est essentiel de respecter ces nouvelles limites pour assurer la sécurité de tous. Des panneaux de signalisation ont été installés pour vous informer des changements spécifiques à chaque zone. La vitesse permise sera dorénavant diminuée à une vitesse maximale de 40 km/h sur les chemins suivants. Le chemin des Cormiers à partir de l'intersection du boulevard des Laurentides jusqu'au chemin des Peupliers, le chemin des Frênes, le chemin de la gare à partir de la limite de la ville de Saint-Sauveur jusqu'au boulevard des Laurentides, le chemin de la montagne à partir du chemin des Faucons jusqu'à la limite territoriale avec Saint-Hippolyte, le chemin de la rivière, de la traverse du parc linéaire jusqu'au chemin de la Galène, le chemin du Moulin. Également, pour renforcer la sécurité aux intersections et aux passages piétons, de nouveaux arrêts et un sens unique ont été ajoutés à des emplacements stratégiques. Ces changements visent à faciliter la traversée des piétons et à réduire les risques d'accidents. Voici donc les modifications. Il y a ajout d'un arrêt à l'intersection du chemin de la montagne et du chemin du Golfe. Il y a ajout d'un arrêt à l'intersection du chemin de la montagne et du chemin des Faucons. Il y a ajout d'un arrêt en direction sud à l'intersection du chemin de la rivière et du chemin des Colibris. Il y a aussi ajout d'un sens unique sur toute la longueur de la rue Forget. Il y a aussi eu d'autres modifications relatives au stationnement, au passage piéton et au parc,
dont l'ajout de la possibilité de stationner sur les chemins publics suivants et aux espaces indiqués seulement. L'ajout d'un passage pour piétons à l'intersection de la rue principale et du chemin de la Corniche. Les chiens, même si tenus en laisse, ne sont plus autorisés dans les sentiers et réseaux linéaires menant à la réserve Alfred Kelly. Des ajustements ont également été apportés au courant de 2023 à la signalisation routière pour une meilleure visibilité et ont été mises à jour et de nouvelles indications ont été mises à jour et ajoutées pour guider les usagers de la route ou des parcs de manière plus efficace. D'ailleurs, des indications aux diverses entrées de la municipalité seront mises à niveau prochainement pour indiquer que la vitesse sur l'ensemble du réseau routier est limitée à 30 km/h à moins qu'une indication contraire soit identifiée sur un chemin. Revenez-nous après la pause. Le 13 novembre dernier, la municipalité de Piémont inaugurait son nouveau service de garde en milieu de travail. Situé dans l'ancien bureau de poste, la municipalité, avec la collaboration de la MRC des Pays d'en Haut, a revitalisé un bâtiment en lui offrant une nouvelle vocation. La transformation du bureau de poste en garderie a été rendue possible grâce au financement du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux et la participation financière de la MRC. Ce projet a vu le jour à la suite d'un appel de collaboration de la MRC pour ouvrir une garderie en milieu de travail car les employés de la MRC avaient des besoins criants pour trouver des places en garderie. Mme Caroline Aubertin, directrice générale de la municipalité de Piémont, a répondu présente et a saisi l'opportunité de collaboration afin d'offrir un petit plus pour les employés de Piémont. Elle est d'ailleurs très fière de l'implication des employés et des professionnels qui ont mené à terme ce beau projet structurant pour l'équipe de travail. La garderie Les Petits Timbrés, clin d'œil à l'ancien bureau de poste, est avant tout une garderie en milieu de travail. Par ce projet pilote, la municipalité souhaite être avant-gardiste dans la rétention du personnel et dans la recherche de nouveaux employés dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre. L'ajout d'une garderie en milieu de travail est un avantage important pour le concept de conciliation famille-travail. Mme Aubertin souligne que l'ajout de la garderie permettra à la municipalité de trouver du personnel qualifié afin de répondre aux différents besoins et services pour les citoyens. Pour M. Martin Nadon, maire de Piémont, le projet de garderie va permettre de désengorger le milieu des garderies. Il espère par ce projet que d'autres entreprises de la municipalité vont emboîter le pas un peu partout sur le territoire. Par l'implication de la MRC, M. André Genet, préfet de la MRC, mentionne qu'il souhaite que le milieu de garde de Piémont soit la poursuite d'une série de projets entre la municipalité et la MRC, ainsi que le développement de projets similaires dans les municipalités du territoire. Il est aussi important de mentionner que le milieu de garde compte 12 places pour les besoins des organisations municipales de la MRC et des employés de la municipalité de Piémont. Si les places demeurent ponctuellement disponibles, celles-ci sont offertes aux résidents de Piémont selon la politique d'admission. Si un besoin se fait sentir après 3 mois, la place ira en priorité aux employés. Ces places peuvent donc dépanner les parents, mais ne leur assurent pas une place jusqu'à la maternelle. 1 mois après l'adoption du premier règlement municipal sur la décarbonation au Québec et à 2 mois de son entrée en vigueur, le géant gazier Énergir choisit d'entreprendre une bataille juridique contre la ville de Prévost pour tenter de faire annuler son règlement innovateur sur la décarbonation des bâtiments. Le maire, Paul Germain, et les membres du conseil municipal déplorent cette démarche juridique entreprise par le géant gazier, dont les actifs sont évalués à plus de 8 milliards de dollars contre la ville. Il affirme que la ville est déçue de cette confrontation juridique alors qu'elle a eu au cours de la dernière année des discussions constructives avec les représentants d'Énergir. Il ajoute que la ville évalue toutes les options possibles pour maintenir l'atteinte de ses objectifs de décarbonation tout en protégeant la capacité de payer de ses contribuables face à cette menace démesurée pour une ville de sa taille. Le règlement de Prévost, adopté selon les règles de l'art et dans le respect des compétences et obligations de la ville, est en droite ligne avec les différents objectifs de réduction des gaz à effet de serre au Québec. C'est d'ailleurs dans le respect de ces orientations que Prévost avait établi il y a 2 ans une cible de réduction de 50 % des gaz à effet de serre par rapport à ceux de 2018. La procédure judiciaire a pour seul objet
de faire invalider le règlement 831 de la Ville de Prévost. Cette réglementation innovatrice et raisonnable a pourtant été présentée en avril dernier et a fait l'objet d'un travail de collaboration et de bonification autant avec les membres de la communauté, les groupes environnementaux que les représentants d'Énergir. 2 modifications réglementaires ont ensuite été ajoutées après discussion, notamment avec les représentants d'Énergir, afin d'en aplanir certains aspects. Le règlement prohibe certaines utilisations du gaz d'origine fossile dans les nouveaux bâtiments résidentiels et institutionnels à Prévost. Rappelons que les cuisinières au gaz et les barbecues ne sont pas visés par ce règlement. Notons également que le secteur du bâtiment représente à lui seul 10 % des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Le règlement 831 sur la décarbonation vise une grande part de ces émissions sur les territoires de la ville de Prévost. La première édition du marché de Noël de Prévost, organisée par la Ville de Prévost et présentée en collaboration avec Desjardins, Caisse de la Rivière-du-Nord, a été couronnée d'un franc succès les 18 et 19 novembre dernier. Au cours de cet événement festif, plus de 2500 visiteurs venus des 4 coins des Laurentides ont rencontré une soixantaine d'exposants présents qui partageaient leur passion et leur talent dans une ambiance joyeuse et festive. Les artistes, artisans, producteurs et transformateurs présents ont su offrir une vaste gamme de produits proposant des articles de qualité à des prix adaptés à tous les budgets. Les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir et d'acquérir des trésors uniques tout en soutenant les créateurs locaux, des mets, œuvres artistiques, de la poterie, des métiers d'art, des livres, des articles de papeterie, des bijoux, des vêtements et autres produits textiles, des décorations de Noël, des créations à partir de matériaux recyclés ou naturels tels que le bois et le verre, des articles zéro déchet, des produits corporels, des articles de bien-être et des bougies. Bref, il y en avait vraiment pour tous les goûts. L'événement n'a pas seulement enchanté les adultes, mais également les enfants qui ont eu la chance de rencontrer le Père Noël et de participer à une chasse aux lutins. Le samedi matin, un spectacle de production circase avec le Cirque aux pommes de Noël a été présenté à l'extérieur, offrant un moment magique aux petits et aux grands. Sur place, des activités spécialement conçues pour les enfants, comme le maquillage, l'heure du conte et le bricolage, ont contribué à l'ambiance familiale et ludique de l'événement. En après-midi, des amuseurs ont ravi le public avec des animations de proximité particulièrement appréciées par les enfants. Malgré le froid, une dizaine d'exposants courageux ont installé leur kiosque à l'extérieur autour d'un feu de foyer, offrant ainsi une atmosphère chaleureuse aux visiteurs. Cynthia Desruisseaux, coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire à la Ville de Prévost, déclare que la Ville est ravie de la réponse enthousiaste tant des exposants que des visiteurs et que cela a créé une atmosphère pré-fête empreinte de réconfort et de magie. Le maire, Paul Germain, mentionne que la première édition fut un réel succès et que la Ville est fière d'avoir donné vie à cet événement en remplaçant le traditionnel Salon des artistes et artisans de Prévost. De nombreux prix ont pu être tirés parmi les visiteurs grâce à la générosité des exposants qui ont donné des produits permettant ainsi de monter plusieurs paniers cadeaux. En vue des éditions futures, les organisateurs aspirent à recevoir davantage d'exposants locaux. La municipalité de Valmorin tient à sensibiliser la population quant aux bons gestes à poser lors de la saison du déneigement. Avec la campagne « Le déneigement, c'est la responsabilité de tous », elles sont ainsi rappelées aux citoyens de Valmorin les bonnes pratiques à adopter afin d'assurer la sécurité des automobilistes et celle de son équipe de déneigement pour la saison à venir. Ce qui peut obstruer le passage des véhicules de déneigement devient une source de danger pour les équipes municipales, mais également pour les usagers de la route. Voici donc les bonnes pratiques à adopter pour la saison hivernale. Pour ne pas obstruer la voie publique lors de la collecte des déchets, matières organiques, matières résiduelles, il est nécessaire de positionner les bacs en bordure de la rue à l'intérieur de l'entrée privée avant la collecte et de retirer les bacs dès la collecte effectuée. Lorsque vous déneigez votre entrée, évitez de déposer la neige dans la rue, sur le trottoir ou dans tout lieu public. Il est important de respecter le règlement municipal sur le stationnement et l'horaire hivernal que comporte celui-ci. Et si le stationnement hivernal est interdit en tout temps sur l'ensemble du territoire, à l'exception des endroits identifiés et prévus à cet effet, c'est-à-dire dans les stationnements publics, les endroits identifiés et dans certains secteurs donnant accès à la pratique du sport hivernal. Il y a certaines exceptions, dont le stationnement est autorisé les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.
outre toute l'information précédemment livrée, toute autre disposition du règlement, stationner son véhicule sur un chemin public, même dans les cases de stationnement généralement autorisées, entre minuit et 7 heures du matin, n'est pas permis du 15 novembre au 15 avril inclusivement. La 7e édition de la Feria d'hiver et du marché de Noël de Valmorin promet d'illuminer le cœur du village le 9 et 10 décembre prochain. Un marché enchanteur avec des kiosques d'artisans, de l'animation, de la musique et une multitude d'activités attendent les citoyens et visiteurs. L'événement Feria d'hiver et marché de Noël se veulent un rassemblement festif pour la communauté dans une atmosphère villageoise, chaleureuse et animée. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les créations de plus de 40 artisans locaux dans de charmantes cabanes extérieures ainsi qu'à la salle communautaire de l'Hôtel de Ville et à l'église de Valmorin. Le 20 novembre dernier, à la Cour du Québec, l'honorable Éric Dufour a écouté les plaidoiries au Palais de justice de Saint-Jérôme traitant du litige entre la municipalité de Val-David et l'entreprise 9297-8246 Québec Incorporé concernant l'expropriation totale des terrains de la Sapinière. La décision du tribunal est attendue d'ici le 20 mai 2024. Il est important de souligner que ce litige n'affecte en rien la construction de la nouvelle école qui sera réalisée par le Centre de services scolaires des Laurentides. En février 2021, la municipalité a lancé le processus d'expropriation d'une partie d'un terrain faisant partie du domaine de la Sapinière afin de permettre la construction d'une nouvelle école primaire de 24 classes. En mars 2022, suite à une requête en expropriation totale de la part de l'entreprise propriétaire des terrains, le tribunal administratif du Québec a ordonné à la municipalité d'exproprier tous les terrains composant le domaine de la Sapinière, y compris l'hôtel et le lac. En octobre 2022, la Cour du Québec a autorisé l'appel et la décision du TAC par la municipalité. Cette démarche d'appel est motivée par des enjeux juridiques susceptibles d'influencer les finances et le développement de la municipalité, tout en créant un précédent pour d'autres municipalités québécoises. Val-David est à la recherche de bénévoles dynamiques et passionnés pour participer à la réussite du Salon des artisans de la municipalité de Val-David, un événement culturel incontournable à l'approche du temps des fêtes. L'événement se tiendra le samedi 2 et le dimanche 3 décembre 2023. Des bénévoles sont nécessaires pour l'accueil des visiteurs, les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 13h à 17h. Des bénévoles sont aussi nécessaires pour le démontage le dimanche à partir de 17h. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter Sylvie Vizina au 819-324-5678 au poste 4228. Revenez-nous après la pause. La Ville de Sainte-Adèle invite ses citoyens à une soirée d'information portant sur le rôle d'évaluation foncière 2024, 2025, 2026, le mercredi 13 décembre prochain à 19h à la place des citoyens. Puisqu'un nouveau rôle triennal prendra effet le 1er janvier prochain et que celui-ci comporte une hausse importante de la valeur immobilière, la Ville souhaite tenir cette rencontre d'information afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre le travail de l'évaluateur qui confectionne le rôle d'évaluation ainsi que les données et les informations prises en compte lors de l'évaluation des propriétés. Notez que c'est la MRC des Pays d'en Haut qui est responsable d'établir l'évaluation foncière des propriétés sur l'ensemble du territoire de la MRC. Pour ce faire, elle fait appel au service de la firme privée Evinbec Limitée pour la confection des différents rôles d'évaluation. Ce n'est donc pas la Ville qui détermine la valeur foncière de votre propriété, mais plutôt la MRC. En ce sens, la présentation sera faite par M. Robert McCann, directeur des opérations pour Evinbec, et M. David Vincent, responsable de l'équilibration. L'objectif de cette soirée est d'informer les citoyens afin de permettre une meilleure compréhension du rôle d'évaluation 2024, 2025, 2026. Ainsi, les intervenants présenteront les conditions du marché en date de référence et les variations sur certains secteurs ou catégories à forte variation de valeur, en plus d'expliquer le processus de demande de révision et de répondre aux interrogations des citoyens. À chaque année, la Ville de Sainte-Adèle lance un appel de projet afin de faire bénéficier les artistes et organismes culturels locaux de son fonds culturel.
Ainsi, un montant total de 10 000 est octroyé afin de soutenir la réalisation de divers projets artistiques et culturels sur le territoire adélois. Les artistes et les organismes adélois sont invités à soumettre un projet qui s'adresse à l'ensemble de la communauté adéloise afin de partager des moments de bonheur uniques et mémorables. Le document de présentation et les règlements, ainsi que le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles dans la section Publications du site Web de la Ville de Sainte-Adèle. Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu'au 1er mars 2024 inclusivement. La Ville de Sainte-Adèle souhaite rappeler à tous les citoyens que le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les chemins publics tous les jours de minuit à 7 heures, du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, à l'exception de la période des fêtes, donc du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. Nonobstant l'information précédente, le stationnement est permis sur tous les chemins publics durant la relâche scolaire, tel qu'établi par la Commission scolaire des Laurentides, ce qui correspond pour l'année 2024 à la période allant du samedi 24 février au dimanche 3 mars. Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les stationnements municipaux tous les jours de 3h30 du matin à 7h du matin, à l'exception du stationnement municipal situé sur la rue Émile-Cochon, où le stationnement de véhicules routiers de nuit est permis entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année pour une période n'excédant pas 24 heures. Toutefois, il est interdit d'y stationner des véhicules récréatifs. En vertu d'une entente entre la ville et l'église de Sainte-Adèle, il est également permis d'utiliser le stationnement de l'église pendant la nuit durant la saison hivernale. Rappelons que l'objectif poursuivi par la Ville avec cette politique de stationnement est de permettre aux équipes de déneigement de procéder au nettoyage des rues de façon plus rapide et efficace sans devoir contourner les voitures stationnées en bordure de route. Signalons également que les personnes ayant stationné leur véhicule sur la rue ou dans un stationnement municipal pendant les heures interdites sont passibles d'une amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $. Près de 70 personnes se sont réunies à la place des citoyens pour assister au lancement du livre Sainte-Adèle en aquarelle, œuvre de Anne Berbéry. L'artiste adéloise présentait le fruit d'un projet réalisé en collaboration avec la Ville de Sainte-Adèle dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023 entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. En publiant ses œuvres sur les réseaux sociaux ou lors des expositions qu'elle a eu la chance de faire, l'aquarelliste Anne Berbéry a été surprise et émue de voir à quel point les Adélois étaient interpellés et touchés par les paysages, les lieux ou les scènes de la vie quotidienne interprétées dans ses aquarelles. Les souvenirs évoqués, les émotions exprimées et les anecdotes racontées lui ont donné envie de partager non seulement les images, mais également ses précieux témoignages. Ainsi naissait donc le projet de son livre. Composé de 55 œuvres de l'aquarelliste adéloise et de 15 témoignages de citoyens, le livre d'art présente différentes scènes adéloises au rythme des saisons. Cette initiative ayant pour but de promouvoir les attraits de Sainte-Adèle auprès de la population, les commerçants et organismes de Sainte-Adèle ayant pignon sur rue et offrant aux citoyens une aire d'attente, de détente et de consultation ont eu la chance de se procurer un exemplaire du livre lors du lancement afin de le mettre à la disposition de leur clientèle. Les personnes souhaitant se procurer une copie de ce magnifique livre d'art pourront en faire l'achat à la place des citoyens au coût de 45 $. Une superbe idée pour un cadeau de Noël. Anne Berbéry est une artiste aquarelliste principalement autodidacte. Plus jeune, elle a passé une bonne partie de son temps dans des studios d'art aux côtés de sa mère sculptrice, atelier de dessin, de sculpture, média mixte et aquarelle. Vers 18 ans, sa vie a pris un autre tournant et ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard qu'elle a recommencé à peindre et qu'elle a renoué avec cette passion qui ne l'avait jamais quittée. Maintenant artiste à temps plein, Anne apprécie la transparence de l'aquarelle qui lui permet de jouer avec la luminosité et d'explorer les subtilités des couleurs pour capter l'ambiance des lieux. L'artiste, une grande amatrice de plein air, consacre beaucoup de temps à la contemplation de la nature et adore observer les gens dans leurs activités quotidiennes. Elle crée avec spontanéité des œuvres qui nourrissent chez elle un fort sentiment d'appartenance. Son art dégage douceur, joie de vivre, espoir et un amour profond pour sa région. Ces œuvres acquises par des particuliers se retrouvent à travers le Canada et à travers l'Europe. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière de dévoiler un plan directeur des sentiers qui est le fruit du travail collaboratif réalisé avec la Société de plein air des Pays d'en haut, aussi appelée la SOPER. Ce plan permettra de guider le développement et la pérennisation des sentiers récréatifs sur son territoire.
Si le territoire abrite un vaste réseau de sentiers qui a contribué au façonnement et à l'essor de la région des Laurentides depuis le début du 20e siècle, un travail de recensement et de planification s'avérait cependant nécessaire pour assurer une meilleure connexion entre les différents sentiers et la préservation de cet important élément du patrimoine local. C'est dans cette optique qu'un mandat de travail a été octroyé à l'organisme SOPER, notamment pour accompagner la Ville dans l'élaboration d'un inventaire exhaustif des sentiers et des infrastructures d'accueil existants, dans l'évaluation des principales contraintes et opportunités de développement et pour la proposition d'un plan de priorisation des secteurs à investir. L'organisme mandataire devait également accompagner la Ville dans l'élaboration de la structure de gouvernance du projet au cours des premières années de sa mise en œuvre et l'identification des ententes spécifiques à conclure avec les organismes partenaires pour assurer le bon déroulement du projet. Grâce aux démarches entreprises avec la SOPER, la Ville bénéficie maintenant d'un outil de travail complet, offrant une vue d'ensemble du territoire, des sentiers existants et des différents pôles, ainsi qu'un plan d'action visant à maximiser le potentiel de chaque piste et de développer encore davantage le réseau. Considérant l'ampleur du projet, cet outil était indispensable pour agir de façon structurée, éclairée et étendue dans le temps, les actions proposées s'échelonnant sur une période allant de 3 à 10 ans. Le projet de renforcement des sentiers s'inscrit également dans la démarche du plan stratégique de la Ville, dont l'une des aspirations est de pérenniser et valoriser le patrimoine bâti et les lieux naturels. Implantée dans la région, la Société de plein air et des Pays d'en haut est un organisme à but non lucratif de consultation et de concertation ayant pour objectif d'assurer la conservation, la pérennité, l'accès et le développement des sentiers de plein air et autres espaces récréatifs. L'organisme collabore également avec le personnel des municipalités, de la MRC des Pays d'en haut et les groupes bénévoles qui travaillent sur le territoire, notamment pour effectuer l'analyse et la planification des projets de sentiers. C'est lors du conseil de la MRC Antoine Labelle du 22 novembre dernier que se sont déroulées les élections à la préfecture suppléante ainsi qu'au siège du comité administratif. C'est alors M. Daniel Bourdon, maire de la ville de Mont-Laurier, qui a été élu préfet sans opposition pour un nouveau mandat de 2 ans. Daniel Bourdon prévoit mettre des efforts dans la poursuite de grands dossiers prioritaires en cours pour le territoire. Parmi ceux-ci, M. Bourdon souhaite perpétuer ses représentations quant à l'accessibilité aux soins de santé sur le territoire. Il prévoit maintenir ses revendications quant à la gouvernance locale de ces soins, en plus de celles entourant la route 117, plus précisément dans l'amélioration de la sécurité entre les villes de Rivière-Rouge et de Mont-Laurier en collaboration avec le comité SOS 117. Le préfet tient également à participer à l'amélioration de l'infrastructure du parc linéaire Le Petit Train du Nord, ainsi que la mise en place des actions suivant l'adoption du plan d'adaptation au changement climatique de la MRC. Finalement, M. Bourdon s'engage à demeurer à l'affût des nouveaux projets et des dossiers qui se présenteront au cours de son mandat. En ce qui concerne le poste de préfet suppléant, c'est M. Yves Bélanger, maire de la municipalité de la Macasa, qui a été également élu sans opposition pour un mandat de 2 ans. Le mode de scrutin lors de l'élection de préfet est régi par l'article 210.26.1 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Cet article prévoit que le préfet est élu par les mairesses et maires membres du conseil de la MRC par scrutin secret lors de la séance prévue à cet effet. Les membres votant ont un nombre de voix défini selon le décret de population de leur municipalité. Le candidat à la préfecture qui obtient la majorité absolue, donc 17 voix, est nommé préfet. Puisque M. Bourdon et Bélanger étaient les uniques candidats pressentis au poste de préfet et préfet suppléant, ils ont été élus par acclamation. C'est lors de sa séance du 22 novembre dernier que le conseil de la MRC d'Antoine Labelle a adopté son budget pour l'année 2024, totalisant un montant de 13 645 640 $, dont 3 761 532 $ sont à la charge des 17 municipalités via les quotes-parts et 9 884 108 $ sont financés par différents services rendus et programmes gouvernementaux. Pour l'année 2024, les quotes-parts totales des municipalités subissent une augmentation de 5,19 %, incluant l'augmentation de 0,5 % des quotes-parts destinées au Centre local de développement d'Antoine Labelle, présenté sur le site web de la municipalité, ainsi que l'ajout d'une quote-part en lien avec des travaux sur la dorsale municipale de fibre optique qui représente 0,2 % d'augmentation et la modification de certains autres postes budgétaires.
La participation financière à ces quotes-parts totales attribuables à chaque municipalité varie selon sa richesse foncière. Cette augmentation s'explique d'abord par la hausse de l'indice du prix à la consommation pour l'année 2023, impliquant des augmentations notables, entre autres des assurances et de frais de support aux différents logiciels. En lien avec le projet Brancher Antoine Labelle, une quote-part au montant de 1 740 295 $ pour l'année 2024 sera répartie à l'ensemble des villes et municipalités. Les sommes ainsi prélevées via cette quote-part serviront au remboursement du règlement d'emprunt. Il est toutefois à noter que sur les comptes de taxes des municipalités locales, le coût des quotes-parts, soit 0,0524 du 100 $ d'évaluation, est moindre qu'en 2023 et représente une diminution de plus de 12 %. Le Conseil de la MRC a augmenté certaines contributions au Centre local de développement d'Antoine Labelle, ainsi un montant de 456 630 $ via les quotes-parts et un montant de 325 875 $ à même son enveloppe du Fonds Région et Ruralité volet 2 du MAMACH ont été prévus au budget. Ces sommes tiennent compte d'une augmentation de 3,8 %. Aussi, un montant de 139 190 $ provenant des quotes-parts de la MRC sera remis au Centre local de développement pour la réalisation de son mandat de promotion touristique. Des sommes de 67 000 $ pour les bureaux d'accueil touristique et 80 000 $ pour prioriser des actions pour le développement économique de la région sont quant à elles puisées à même l'enveloppe du Fonds Région et Ruralité. Également, le CLD, le Centre local de développement, recevra de la MRC une somme de 200 000 $ pour la réalisation du mandat Accès à Entreprises Québec, en plus d'une enveloppe destinée au soutien à la coordination du projet Signature et Innovation de la MRC, provenant de l'entente Fonds Région et Ruralité, volet 3 du MAMACH. Les montants versés au Centre local de développement en provenance des quotes-parts représentent 15,84 % des quotes-parts totales 2024 de la MRC. Notons que la richesse foncière de la MRC d'Antoine Labelle totalise 7 177 995 385 $ pour l'année 2024, comparativement à près de 6 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de près de 20 % causée en grande partie par la révision et la rééquilibration des rôles des municipalités de Notre-Dame-du-Lot, Lac-du-Cerf, Kiamika, Nomineng, L'Ascension, Chute, Saint-Philippe et Mont-Saint-Michel. Le budget 2024 de la MRC d'Antoine Labelle, via le Fonds Région et Ruralité volet 2 du MAMACH, destiné entre autres à soutenir les MRC dans leur champ de compétences et leur développement, permettra également de maintenir et bonifier le soutien de certains créneaux tels que les parcs régionaux, le parc linéaire Le Petit Train du Nord, dont plusieurs interventions sont prévues en 2024 pour améliorer la structure, la culture, le patrimoine immobilier, l'agriculture, ainsi que de nombreux autres dossiers de développement régional. Soulignons également que l'adoption du budget de la MRC permettra la réalisation de projets financés par différents fonds ou programmes pour lesquels l'organisation a adhéré dans le but de mener des projets porteurs et favorables au développement de la région. Parmi ces projets, il y a notamment la bonification du montant destiné au plan d'action du comité jeunesse à des visions, des sommes destinées au soutien de la poursuite du plan d'adaptation au changement climatique et plus encore. Des ententes sectorielles permettant aussi l'élaboration de nombreux projets porteurs sont également prévues à ce budget. Par exemple, l'entente avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec visant à la mise en œuvre d'actions pour favoriser le secteur agroalimentaire du territoire. En ce qui concerne l'adoption du budget pour le territoire non organisé pour l'année 2024, celui-ci présente une augmentation globale des dépenses de 9,95 %. Ces augmentations sont justifiées, entre autres, par l'expansion des mesures en matière de sécurité civile, dont le système d'appel d'urgence et la desserte du système de radiocommunication. Le taux de taxe foncière générale sera diminué de 0,0064 $ par 100 $ d'évaluation pour être amené à 0,43893 $ par 100 $ d'évaluation. Alors que 14 projections du documentaire La Grande Histoire du Petit Train du Nord ont eu lieu dans les dernières semaines, permettant à plus de 2300 personnes d'y assister, les MRC d'Antoine Labelle et des Pays d'en Haut, ainsi que la ville de Saint-Jérôme, ajoutent des projections au calendrier. Devant la popularité des différentes représentations du documentaire, les partenaires de projet sont heureux d'annoncer les nouvelles dates suivantes. Elles permettront de présenter la légendaire histoire du Petit Train du Nord à travers les témoignages de gens des Laurentides qui l'ont connu à travers le temps. D'hier à aujourd'hui, ce documentaire transportera les spectateurs sur les rails du Petit Train du Nord.
La liste des représentations additionnelles et les dates est disponible sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Revenez-nous après la pause. En marge de la 28e conférence des parties des Nations unies sur le climat, également appelée COP28, qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre 2023, le Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique du CI3S de Laurentides, a co-signé avec les autorités de la santé publique du Québec la déclaration L'Action climatique pour un Québec plus en santé. En collaboration avec leurs partenaires, les autorités de santé publique du Québec s'engagent à sensibiliser la population aux effets sur la santé des changements climatiques et aux bienfaits pour la santé de l'action climatique. Ils s'engagent à prioriser les activités de promotion qui sont à la fois bonnes pour la santé, l'environnement et l'équité entre les groupes. Ils s'engagent à contribuer à renforcer la résilience et l'adaptation des communautés afin qu'elles puissent relever les défis inhérents au changement climatique. Ils s'engagent à faire la promotion d'une transition juste et à soutenir la recherche sur les changements climatiques. Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carman, et le ministre des Finances, ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groux, Éric Girard, annoncent un financement supplémentaire totalisant 1 760 577 $ octroyé au CI3S de Laurentides afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Cet argent servira à consolider l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu. Le financement permettra de développer un hébergement d'urgence et de la transition de 12 lits tout en offrant un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 permanent, un centre de jour ainsi que l'accès à des services de base afin de répondre aux besoins essentiels des personnes en situation d'itinérance dans le secteur du sud des Laurentides. Le projet, qui bénéficiera de l'entièreté du financement de la région, sera implanté par l'organisme Le Resto Pop de Thérèse de Blainville au sein de la ville de Sainte-Thérèse. Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carman lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions de dollars, s'ajoutant à la somme de 4,5 millions de dollars prévue dans le budget 2023-2024 pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec. La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Sonia Bélanger, a procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés de Prévost. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes le 20 novembre dernier. Située au 1050 rue Chopin, cette nouvelle Maison des Aînés regroupe 48 nouvelles places pour les personnes aînées de la région. L'installation est constituée de 4 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptée. La Maison des Aînés de Prévost, comme toutes les autres à venir, a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et aux résidentes un milieu de vie à dimension humaine. Ce nouveau type de milieu de vie ouvert sur la communauté favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et des résidentes et à favoriser leur interaction. Le CI3S de Laurentides a annoncé le remplacement de l'appareil de mammographie de l'hôpital de Mont-Laurier par un nouvel appareil de haute technologie. Le nouvel appareil de mammographie est entré en fonction au début d'octobre. Il s'agit du point culminant de plusieurs mois de préparation, de modernisation et d'agrandissement. Ces travaux bien supervisés n'ont pas eu d'impact majeur sur le déroulement habituel des opérations. Ce remplacement permettra d'assurer une bonne continuité des services de mammographie à l'hôpital de Mont-Laurier avec la possibilité de suivre plus de 3000 patientes chaque année. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, explique que la santé des femmes est toujours une priorité pour le CI3S de Laurentides et que l'organisation tient à ce que toute la population, peu importe où elle se trouve sur le territoire, ait accès aux mêmes standards élevés de soins. La MRC des Pays d'en haut a adopté son budget pour l'année 2024 lors de la séance du Conseil tenue le 22 novembre dernier à la place des citoyens de Sainte-Adèle.
Un budget qui reflète une croissance bien présente dans le territoire des Pays d'en haut, celle de sa population, de sa richesse foncière et des responsabilités que les municipalités ont conférées à la MRC. Une innovation sur le budget, la MRC consolide l'excellence des sentiers de son territoire en consacrant une réserve financière visant leur pérennité. Avec un budget de 26,9 millions de dollars pour 2024, les quotes-parts des municipalités atteindront plus de 15 millions de dollars, soit une augmentation de 9 par rapport à l'année précédente. Durant la pandémie, la MRC a enregistré une croissance démographique de près de 15 de sa population pour atteindre les 48 206 résidents permanents. Qui dit croissance démographique dit impact sur le marché immobilier. De nombreuses personnes ont élu domicile, soit en transformant une résidence secondaire en résidence principale, soit en achetant une résidence existante ou neuve. Cependant, cette expansion démographique a intensifié les besoins en services et infrastructures, exerçant ainsi une pression financière sur les ressources publiques. Le boom immobilier a toutefois eu un impact significatif sur les revenus fonciers des municipalités de la MRC. La richesse foncière uniformisée de l'ensemble de la MRC, prise en compte dans le prochain budget, a ainsi augmenté de 27 reflétant la hausse importante du marché découlant de cette croissance immobilière. Pour 2024, la MRC prévoit une hausse des coûts reliés à la collecte et au tri des matières résiduelles, l'augmentation du prix du carburant faisant augmenter les frais d'exploitation pour la collecte et le transport. De plus, la valeur d'une tonne relative de matières recyclées s'est effondrée sur les marchés. La demande est moindre alors que l'offre demeure et que les frais d'exploitation sont presque incompressibles. Ainsi, le fournisseur de services de collecte et de tri de matières recyclables, Tricentris, dont la MRC est un membre, a appelé ses membres à fournir un effort financier supplémentaire. Dans le cadre d'un exercice de diagnostic effectué en 2022, la MRC a identifié les sentiers et leur pérennisation comme un axe structurant et central au développement du territoire de ces communautés et avait identifié la SOPER comme organisme pleinement habilité pour en assurer leur entretien et leur exploitation. Ainsi, dans la même veine, la MRC a décidé de consolider le rôle de la SOPER en finançant 100% de ses coûts de fonctionnement. Dans un contexte d'inflation, la MRC des Pays d'en haut réaffirme son engagement envers le bien-être de la communauté en investissant stratégiquement dans les projets clés répondant aux besoins de ses citoyens et citoyennes. Le Conseil de la MRC croit fermement en les vertus du transport en commun et contribue ainsi à ce service public en y consacrant tout près de 500 000 $. Enfin, soulignons qu'à la suite d'une initiative spontanée de la part des élus du Conseil de la MRC, cette dernière apportera un soutien financier additionnel de 30 000 $ aux organismes communautaires œuvrant notamment en sécurité alimentaire du territoire, dont Soupe et compagnie des Pays d'en haut, l'Entraide bénévole des Pays d'en haut et le Garde-manger des Pays d'en haut. Le 22 novembre dernier, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté son budget 2024 s'élevant à 18 82 235 $. Comme pour l'ensemble des MRC du Québec, la quote-part des municipalités est la principale source de revenus de la MRC des Laurentides. Cette contribution s'élève à 13 249 823 $ du budget total. Outre la quote-part, les autres sources de revenus proviennent des subventions provinciales et fédérales et de services à la carte aux citoyens et de services à la carte aux municipalités. Le budget 2024 a été réalisé avec le souci de minimiser l'impact aux municipalités qui est de 0,025 $ du 100 $ d'évaluation comparativement à 0,032 $ l'année dernière. Cet indicateur de l'effort fiscal tient compte des projets de relance économique, de nouvelles délégations et responsabilités des nouvelles orientations gouvernementales, de l'impact de la gouvernance de proximité et des obligations d'action supralocales. L'année 2023 a été marquée par la gestion des matières résiduelles, la hausse considérable de la demande de transport et la nécessité de rehausser les infrastructures en technologie de l'information. L'augmentation du budget de fonctionnement de la MRC tenait compte des engagements dans ses contrats de travail. Cependant, toutes les autres dépenses de fonctionnement ont été gelées, sauf tout ce qui découle de la sécurité du réseau informatique, du rehaussement des infrastructures en TI et des responsabilités liées à la loi 25. La MRC vise toujours l'efficacité et l'efficience à moindre coût dans ses mandats. Elle a d'ailleurs participé à plusieurs projets de ressources partagées au sein des municipalités. La MRC des Laurentides a la gouvernance de son développement économique.
en lien avec ses priorités d'intervention annuelles et sa planification stratégique qui en découle. Elle affecte 1 621 128 $ du budget 2024 dans ces différents projets structurants, permettant ainsi l'atteinte de ses objectifs de développement économique et d'attractivité du territoire. Ce budget inclut également un montant de 1 318 017 $ versé à la CDE de la MRC de Laurentides pour son fonctionnement et la gestion de divers programmes financés à la fois par les quotes-parts, le Fonds Région Ruralité et d'autres sources de subventions. Dans un souci d'efficience financière et d'efficacité opérationnelle, la MRC compte parmi son équipe son propre service en évaluation foncière, desservant ses 20 villes et municipalités qui représentent plus de 60 000 unités d'évaluation foncière. Outre l'inspection résidentielle et commerciale, l'analyse et l'évaluation des terrains et immeubles sur 2500 km² permettent d'assurer le respect des exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en matière de modernisation des rôles ainsi que des matrices graphiques tout en contrôlant les coûts d'opération. La MRC de Laurentides assure l'exploitation du réseau informatique et de téléphonie qui dessert les 20 villes et municipalités de son territoire ainsi que ses organismes apparentés et municipaux. Une équipe assure la gestion, le service et les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de son parc informatique, composé de 100 bâtiments municipaux. L'embauche d'un coordonnateur en technologie de l'information permettra de piloter l'équipe en place et d'assurer un service de cybersécurité. Une mise aux normes et l'agrandissement des écocentres de la MRC de Laurentides à Lac-Supérieur et Mont-Tremblant figurent parmi les projets d'envergure. Les travaux d'entretien du corridor aérobique et du train du Nord sont également prévus en 2024. Avec l'installation d'Utopia au parc Éco-Laurentide à Mont-Blanc en 2024, le développement de Mont-X incubateur et accélérateur dédié aux entreprises innovantes du domaine du sport plein air et bien-être, le lancement de la signature territoriale Vibrer au km², qui a pour objectif d'augmenter le nombre d'unités sur le territoire à travers une offre distincte, la MRC de Laurentides souhaite rayonner à travers et au-delà de la province avec des projets d'envergure alliant innovation et écotourisme. En collaboration avec la compagnie Arsenault Loisirs Laurentides, est fière d'annoncer l'ouverture de sa boutique en ligne des Jeux du Québec qui permettra de se procurer des articles et vêtements à l'effigie de la délégation des Laurentides qui participera à la finale provinciale des Jeux du Québec à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochain. Parents, amis, supporters de la délégation peuvent dès maintenant se procurer des chandails, t-shirts, tucs, pantalons et autres articles en consultant la collection Jeux du Québec Laurentides sur la page web de la délégation. Un bouton a été installé afin que des acheteurs puissent accéder directement à la boutique gérée par la compagnie Arsenault. Pour avoir la possibilité de recevoir leur commande à domicile, les personnes intéressées devront commander en ligne avant la première date de tombée, le 7 janvier 2024. La réception aura lieu dans la semaine du 29 janvier 2024. Lors du Conseil des maires du 22 novembre dernier, la MRC de Laurentides a procédé à l'élection du préfet suppléant conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Mme Kimberly Mayer, mairesse de Lac-Tremblant-Nord, a été élue préfète suppléante de la MRC de Laurentides par acclamation pour un mandat de 2 ans. Elle succède à Steve Perrault, maire de Lac-Supérieur, qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. Le Conseil des maires a tenu à remercier M. Perrault pour ses 2 mandats. Mme Mayer devient ainsi la 2e femme à occuper ce poste dans l'histoire de la MRC. C'est en 2003 que Mme Monique Grenier, ancienne mairesse de Lac-Supérieur, fut nommée première femme préfète suppléante. Diplômée de l'Université McGill en service social, Kimberly Mayer occupe le poste de mairesse de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord depuis 2017. Elle travaille parallèlement en tant que travailleuse sociale au sein de la région des Laurentides. Fortement impliquée pour la protection de l'environnement et le développement social de la région des Laurentides, le parcours politique de Mme Mayer est caractérisé par la mise sur pied de nombreuses initiatives de protection de l'environnement et de la biodiversité qui, depuis 2017, permettent de préserver les majestueux espaces naturels et l'écosystème du territoire de Lac-Tremblant-Nord. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.